Bonjour, soyez les bienvenus. Je vous propose de découvrir le château de Voltaire à Ferney, en Pays de Gex. En 1758, Voltaire acquiert la seigneurie de Ferney et entreprend de construire un château, sa maison, celle où il pourra recevoir, vivre et travailler. Allons-y. C'est un château classique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est un château qui s'inspire de plans que Voltaire a pu trouver dans des livres publiés, notamment celui de Blondel. Une maison centrale, des pavillons, un corps dans lequel il y a les logis du maître et au-dessus ou dessous les appartements de ses serviteurs. Nous allons les voir tout de suite. Tout d'abord, saluons notre maître, saluons Voltaire. Vous le reconnaissez à son regard perçant et son sourire insolent. Mais comme nous sommes en pays genevois, saluons également son meilleur ennemi, Rousseau. Il tient un livre à la main, il compose, il réfléchit, il construit. Passons maintenant dans l'antichambre. Voilà à quoi ressemblait le domaine de Voltaire avant son arrivée, le domaine de Ferney. C'était un manoir entouré de fortifications que Voltaire a fait détruire et au milieu duquel il a érigé son premier château, que l'on reconnaît ici, près de la chapelle. Dans un préau sous la chapelle, il avait prévu de faire son tombeau. On peut encore le voir aujourd'hui. Et puis progressivement, Voltaire a eu besoin de construire un château plus grand, alors il a agrandi en ajoutant les pavillons à droite et à gauche, en faisant appel à l'architecte Racle, un architecte du pays, qui avait installé à Ferney plusieurs usines, notamment des usines de faïence, de terre cuite. Voilà le château de Voltaire, agrandi, avec Voltaire qui reçoit. Et au fond, bien sûr, le Mont Blanc et le Jura. Mais le château de Voltaire, c'est un château qui a accueilli son maître pendant 20 ans, mais qui depuis bientôt 250 ans est un lieu de mémoire. Alors aussi, c'est un lieu dans lequel nous conservons un certain nombre de représentations de Voltaire, comme ce buste ici par Poncet, qui a été réalisé d'après nature par le sculpteur lyonnais, donc qui est venu établir un plâtre ici à Ferney. Et on voit bien que c'est un buste à l'antique, Voltaire, et un ruban sur le front et un drapé comme les philosophes de l'Antiquité. Ici, à Ferney, Voltaire a installé des manufactures pour enrichir les villageois, pour leur donner du travail et leur permettre de vivre dignement. Et par exemple, il a installé ici une manufacture d'horlogerie, dont on voit ici un très beau modèle. Il avait fait venir des natifs qui avaient dû s'exiler de Genève après la révolte. Une très belle montre de Ferney, et Voltaire les a exportées dans toutes les cours européennes, en les offrant aux souverains et en créant ainsi des modes. Les grands aristocrates voulaient avoir la même montre que le souverain, et c'était les montres que Voltaire faisait fabriquer ici à Ferney. Après l'antichambre, passons dans les salons historiques.
Tout d'abord, une première représentation qu'avait réalisée Racle, c'est un plan du domaine, une reproduction ici d'une maquette est un plan du domaine. Il s'inspire de la maquette réalisée à la mort de Voltaire et offerte à l'impératrice de Russie. C'est un outil pour mieux comprendre la composition du château. Et ici, c'est une copie du plan. On voit ici le château avec son jardin d'agrément, le tunnel, la longue charmille, le potager, et puis bien sûr autour les vignes et les vergers. Et les fermes qui existent toujours autour du château, qui sont aujourd'hui dans la ville de Ferney-Voltaire. Je propose que nous passions maintenant dans le salon des tableaux. Allons-y. Dans ce salon, nous montrons des représentations de Voltaire. C'est le salon Voltaire et l'image. Nous avons des petites sculptures qui ont été réalisées ici par les sculpteurs du Jura, la famille Rosset. Et puis nous avons des peintures, notamment de Hubert. Hubert qui est un peintre qui s'est installé ici plusieurs mois pour représenter Voltaire d'après nature. Donc nous avons comme ça toute une série de dessins de Hubert qui ont permis de réaliser les tableaux que nous pouvons présenter ici, qui sont des sortes de tableaux hagiographiques. On montre Voltaire comme un saint laïque qui va dans les campagnes pour voir les paysans, pour voir s'ils vont bien, pour voir s'ils ont besoin de quelque chose. Et on voit toujours Voltaire inspiré, en train d'écouter les personnes qu'il rencontre. Voilà, ça c'est un tableau de Hubert, comme celui qui est à côté, avec les montagnes derrière, où on voit Voltaire qui écoute, qui essaie d'expliquer, de démontrer, vraiment d'avoir un dialogue fort avec cette famille de bergers, de bergères, dans un paysage de montagne du Jura. Voltaire a très tôt compris l'intérêt de diffuser son image pour pouvoir faire partager son projet philosophique et littéraire. Aussi, tout au long de sa vie, on l'a représenté en train de travailler. Ici, vous voyez, il est en train d'écrire, il y a la plume, mais on voit aussi un instrument scientifique. Donc Voltaire comme étant un auteur qui connaît toutes les disciplines. Ici, on voit Voltaire qui commence à être un peu âgé, ou ici aussi, un Voltaire jeune. Puis là, on voit les fameux dessins des figures que le peintre Hubert, qui est l'auteur des tableaux qu'on vient de voir, a pu représenter en venant séjourner ici. Alors on voit Voltaire en tous les états, Voltaire content, Voltaire en colère, Voltaire en bonne santé, Voltaire malade, Voltaire habillé, Voltaire en perruque, Voltaire sans perruque. Voilà toute une série de petites esquisses de Voltaire. Et Voltaire a supporté le peintre pendant plusieurs semaines, mais au bout d'un moment, il ne pouvait plus supporter d'être constamment dessiné par ce peintre qui avait un coup de crayon très rapide et qui prenait Voltaire, y compris quand il n'était pas le mieux, ce qui n'est pas très agréable, évidemment. Et puis nous avons ici la dernière image de Voltaire vivant, c'est son couronnement au Théâtre Français, c'est-à-dire à la Comédie Française, en 1778. Voltaire a eu l'autorisation de retourner à Paris et il a été au lancement de sa nouvelle pièce. Au Théâtre Français, les acteurs l'ont acclamé, le public lui a fait une ovation debout très longue et une jeune artiste lui a demandé de descendre sur scène pour le couronner, tout en lisant un poème qui avait été écrit à sa gloire. Voilà, donc ça c'est la dernière apparition publique de Voltaire dans un lieu qui était tout à sa dévotion. Et puis, nous avons le culte de Voltaire après sa mort, et nous retrouvons la même scène
que celle de son couronnement, mais maintenant ce n'est plus la jeune actrice qui couronne Voltaire vivant, mais c'est un acteur qui couronne le portrait de Voltaire, qui couronne le buste de Voltaire, avec on voit bien une jeune femme au pied qui sèche ses larmes. On est dans voilà, la mort de Voltaire. Donc cette représentation est contemporaine à sa mort à Paris en 1778. Mais on voit aussitôt que Voltaire meurt, une sorte de culte se poursuivre avec donc des éditions de gravures très largement diffusées, notamment celle-ci qui représente une apothéose de Voltaire, où on voit Voltaire donc chevauchant Pégase, et donc avec une apothéose de Voltaire dédiée à Sa Majesté le roi de Prusse, donc qui insiste bien sur la grande amitié qu'il y a à Voltaire et Frédéric II tout au long de leur vie. Et bien sûr, nous devons aller jusqu'au Panthéon, avec donc le tombeau de Voltaire et ici une représentation du cortège qui traverse Paris depuis donc la Champagne où Voltaire a été enterré jusqu'à Paris, fait une acclamation à Voltaire. Et ici donc c'est la translation des mannes de Voltaire en juillet 1791. Voltaire est le plus ancien pensionnaire du Panthéon. Et on voit ici toute une série dans le cortège, une série de représentations. La Bastille ici, donc on montre que l'œuvre de Voltaire a fait tomber la Bastille. Ici, dans une sorte de tombeau, ce sont les œuvres complètes de Voltaire, donc son œuvre en soi est un tout que le peuple doit apprécier. Et puis bien sûr, le cénotaphe de Voltaire lui-même, qui est toujours au Panthéon. Il combattit les fanatiques. Alors nous ne pouvons pas quitter cette pièce sans avoir consacré quelques instants à ce tableau, qui est une commande de Voltaire, quelques années avant sa mort, et où on a une sorte de jugement dernier, avec d'un côté ce qui est beau, d'un côté ce qui est laid, d'un côté, bien sûr, Voltaire va vers le côté qui est beau, où il est accueilli par une muse, Apollon, et on voit ici toute une série de personnages, les personnages figurant les monarchies, la France, la Prusse, l'impératrice de Russie. Ici, on voit toutes les personnes que Voltaire a soutenues, et de l'autre côté, c'est l'enfer. Et l'enfer, ici, il est nommé. On voit des petits cartons sur les personnages, l'année littéraire de Fréron, le grand ennemi de Voltaire, les 3 siècles, l'apologie de la Saint-Barthélemy, quelle horreur, et les mémoires de Maintenon, de La Baumelle, donc les ennemis de Voltaire qui sont ici brûlants, frappés par des démons dans la fumée, et leurs livres brûlant derrière eux, comme une sorte d'autodafé. Donc on a d'un côté le paradis, de l'autre côté l'enfer, et au milieu Voltaire montrant son manuscrit de la Henriade avec un double visage. Voilà, donc le visage du personnage de l'Antiquité comme un auteur de théâtre antique, et le visage avec perruque du XVIIIe siècle, pardon. Alors ce tableau n'est peut-être pas le plus beau tableau du château, mais il est très intéressant puisqu'il montre que Voltaire se met en scène. Il se met en scène dans ses œuvres magnifiques, quand il s'est occupé de la famille Calas par exemple. Il met en scène aussi les personnes qui sont opposées à lui, donc montrant que les personnes qui se sont opposées à lui sont en enfer. Et puis il se met en scène aussi entre Euripide et Sophocle, entre Corneille et Racine, dans le temple de la mémoire. Donc Voltaire construit son personnage durable. Je vous propose de passer dans le salon de réception de Voltaire. Allons-y. Ici, nous sommes dans un lieu sacré, en quelque sorte. C'est le lieu où Voltaire recevait ses invités et tous ceux qui sollicitaient l'honneur de le rencontrer. Et ils ont été très nombreux. Voltaire était épuisé pendant les 20 ans qu'il a passé ici par les milliers de personnes qu'il a accueillies. Il y a des années
où il recevait 30, 40 personnes qui venaient ici et qui souhaitaient le rencontrer, pouvoir avoir un échange avec lui, soit pour lui apporter des sujets de littérature, de philosophie, soit pour lui apporter des sujets de défense. Et c'est ainsi que Voltaire a reçu ici les Calas, par exemple. Alors dans cette pièce, il y a des tableaux qui lui appartenaient, il y a ces meubles, ces fauteuils notamment, magnifiques, des ébénistes lyonnais, et il y a ce poêle remarquable et le cénotaphe du cœur de Voltaire, c'est-à-dire le tombeau du cœur de Voltaire, érigé par le marquis de Villette, qui était un grand ami de Voltaire, et donc c'est un monument à la mémoire de Voltaire, un monument commémoratif. Donc ce tombeau avait été érigé pour contenir la relique du cœur de Voltaire qui avait été prélevé pendant son autopsie en 1778. Alors il y a une phrase absolument remarquable: « Mes mânes sont consolés puisque mon cœur est au milieu de vous », et une autre: « Son esprit est partout et son cœur est ici ». Vraiment, c'est un des premiers monuments non religieux érigés à un personnage en France et toujours en place. Ce qui fait que Voltaire a plusieurs sanctuaires à sa mémoire en France. Bien sûr, le château de Voltaire, bien sûr le Panthéon, mais aussi la Comédie Française et la Bibliothèque nationale de France, où sont conservés ces témoignages. Ici, ce sont les tableaux de l'histoire de Vénus. Ce sont des copies de représentations magnifiques de l'Albane qui sont au Louvre et qui ont été réalisées par des peintres de la famille de Voltaire, notamment sa nièce, Madame d'Ornoy. Voltaire recevait dans son salon, c'est là que l'on avait ces fameuses conversations philosophiques, mais il recevait aussi, quand il était fatigué, depuis son lit. Je vous propose d'aller le voir. La chambre de Voltaire, c'est un deuxième salon. C'est le lieu où il devait se reposer régulièrement, car il était souvent très fatigué du fait de son âge évidemment et de son intense activité. C'est un lieu où il se reposait, c'est un lieu où il travaillait. Il le recevait dans son lit, il dictait sa correspondance dans son lit, il réfléchissait depuis sa chambre. Donc c'est un lieu véritablement où Voltaire a constitué son corpus intellectuel. Évidemment, pour nous, c'est un lieu de mémoire. Alors nous retrouvons avec joie les portraits de ses amis, ce qu'il a toujours voulu avoir auprès de lui. Tout d'abord le portrait de Lequin, son propre portrait par Quentin de la Tour, le grand cartel, le grand pastel, excusez-moi, le grand pastel par Quentin de la Tour que l'on connaît si bien, il a illustré nos livres de français quand on était enfant. Au milieu de son lit, il y a un tableau, une représentation de Carmontel, représentant ici la famille Calas, alors qu'elle est en prison à la conciergerie. Alors pour Voltaire, vous remarquez qu'il a mis ce tableau à l'emplacement de la croix, là où les chrétiens mettent la croix au-dessus de leur lit pour les protéger. Lui, il a mis le calvaire de la famille Calas. Donc là, c'est lorsqu'ils sont à la conciergerie à Paris, c'est-à-dire au moment où ils attendent leur procès en réhabilitation, procès instruit par Voltaire, et gagné. Et puis nous avons à gauche du lit de Voltaire ce tableau magnifique de Madame du Châtelet, cette femme si admirable, cette femme savante, scientifique, qui a été le grand amour de Voltaire, avec qui il a partagé quasiment 20 ans de vie. Dans cette pièce, nous avons reconstitué tous les textiles. Nous avons pu conserver les textiles du mur, qui était notre modèle, et puis nous avons pu reconstituer les textiles pour le lit. C'est-à-dire que nous avons fait retisser par les manufactures lyonnaises les textiles, ainsi sur les fauteuils, sur le voile du lit et sur la courtepointe. Ce sont des textiles nouveaux
qui s'inspire donc des textiles conservés sur les murs et sur le baldaquin. C'est une très belle réalisation. Je vous propose de passer maintenant dans l'appartement de la nièce de Voltaire, Madame Denis, qui était la maîtresse de maison. C'est elle qui tenait la maison du philosophe, qui permettait que Voltaire puisse vivre sa vie d'auteur si simplement. Elle s'occupait de tout pour qu'il puisse vivre et organiser son emploi du temps librement. Regardez, voici, en attendant d'aller chez Madame Denis, voici deux fauteuils très intéressants. Il y en a un qui conserve son textile de l'époque de Voltaire, celui-ci, et l'autre qui a été reconstitué. Donc, grâce à la conservation de ces tissus anciens, comme des reliques en quelque sorte, nous avons pu faire de nouveaux meubles, tapisser de nouveau les meubles pour pouvoir apprécier comment Voltaire vivait richement. L'appartement de la nièce de Voltaire, c'est l'appartement de la vie intime. Tout le reste du château, on l'a compris, c'était un lieu de réception. Voltaire travaillait dans sa bibliothèque, il y recevait. Il travaillait dans sa chambre, il y recevait. L'antichambre, le vestibule et le salon étaient des lieux publics. Donc véritablement, il fallait dans la maison un lieu pour l'intimité. C'est l'appartement de sa nièce. C'est là que Voltaire se retrouve avec quelques amis, quelques familiers, pour jouer aux échecs. On connaît le tableau de Hubert représentant Voltaire en train de jouer aux échecs, ou plutôt Voltaire en train de tricher aux échecs, peut-être. Il fallait qu'il gagne. On jouait aussi bien sûr aux jeux de salon, c'est-à-dire des jeux de cartes, le tric-trac, toute une série de jeux familiers au XVIIIe siècle. C'était aussi un lieu où on pratiquait la conversation, non pas philosophique, mais la conversation plus libre, la conversation familiale. C'était un lieu, évidemment, où on pouvait écouter de la musique, jouer de la musique. Donc c'est le lieu vraiment de l'intimité. Alors, dans cette pièce, comme dans la chambre de Voltaire, nous avons fait un gros travail sur les textiles, et vous voyez sur les murs des textiles qui ont été reconstitués eux aussi grâce au carnet d'échantillons qui est conservé à Saint-Pétersbourg, où la plupart des reliques voltairiennes ont été acquises par l'impératrice de Russie, que l'on voit d'ailleurs sur un portrait ici. Donc on a été étudier les textiles d'après les échantillons et on les a reconstitués pour pouvoir les tapisser sur les murs ou sur les fauteuils ou en faire les rideaux. Voilà. Un petit instant évidemment sur le magnifique clavecin. Nous savons, nous connaissons la vie de Voltaire ici à Ferney, et dans les récits réalisés par ses invités, on lit souvent que après le repas, Madame Denis, la nièce de Voltaire, chantait en s'accompagnant au clavecin ou à l'épinette. Et donc on a ici voulu conserver ce souvenir en présentant ce très beau clavecin. Le salon donc, de Madame Denis, lieu de l'intimité familiale de Voltaire, l'appartement s'accompagne également de sa chambre, que nous avons pu reconstituer également. Allons-y. Je dois commenter quand même les tableaux, pardonnez-moi. Nous retrouvons un tableau ici de l'Argillière représentant Voltaire jeune. Donc on suppose qu'il a 25 ans ici. Et à côté, c'est un portrait de Frédéric II, par une portraitiste de sa cour. Voilà, donc on a ici, comme dans les autres salons, l'entourage intellectuel et politique de Voltaire, ceux qui l'ont protégé, c'est-à-dire le roi de Prusse et l'impératrice de Russie. Nous aurions pu rajouter évidemment le roi Stanislas de Pologne, beau-père de Louis XV, mais dans son appartement, Voltaire n'avait pas son tableau. Ici, ce ne sont que les tableaux qui
ont appartenu à Voltaire. La visite de l'appartement noble du château de Voltaire se termine par la chambre de sa nièce, Madame Denis. Nous l'avons reconstituée d'après la maquette de Saint-Pétersbourg, d'après les plans et d'après les inventaires, et bien sûr d'après les échantillons de tissu. Donc ces couleurs si vives que nous voyons ici sont les couleurs telles qu'elles étaient à l'origine, telles qu'elles ont été tapissées ici. Donc c'est une alcôve avec un lit à la top, des fauteuils bien sûr, une commode, quelques tableaux. Et au pied du lit, un petit brasero pour réchauffer la pièce, réchauffer l'alcôve. Cette pièce a une histoire mouvementée, elle a été transformée elle aussi au cours des décennies et nous avons pu la reconstituer. Après l'appartement noble, il y a l'appartement des communs, c'est-à-dire l'étage où les domestiques réalisaient toutes les tâches pour la vie de la maison. C'est aujourd'hui notre espace d'exposition. Nous y allons. L'espace des communs a été transformé en espace d'exposition. En ce moment, c'est l'exposition Parc des Lumières, Voltaire en ces terres. Nous étudions le jardin de Voltaire, nous étudions son parc, nous étudions comment Voltaire a pu écrire en conclusion de son livre Candide « Il faut cultiver notre jardin ». C'est une promenade dans les outils, les plans, les représentations diverses liées au parc et au jardin. Naturellement, l'exposition commence par l'article jardin de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. L'encyclopédie, outre des définitions et des précisions de texte, nous apporte aussi des très belles illustrations par ses planches. Au XVIIIe siècle, le jardin est partout. Il est sur les tableaux, il est sur les tapisseries, il est sur la vaisselle, il est sur les vêtements, il est sur les rideaux, il est sur les fauteuils. Cette exposition présente cette mode des jardins et nous offre quelques belles découvertes, comme cette série de tableaux des châteaux et jardins du roi Stanislas en Lorraine.
de Jolivet, Chanteux, Malgrange, Commercy, à Lunéville, nous voyons les merveilles que fit ériger ce duc de Lorraine, ancien roi de Pologne et surtout beau-père du roi Louis XV. Voici ici un petit médaillon représentant une demoiselle de la famille de Bourbon, Penthièvre, donc une descendante de Louis XIV, ici dans son jardin, avec un vêtement, avec une robe de jardin, ses jouets et son petit singe. Passons à présent dans une salle où il y a quelques très belles robes et quelques beaux costumes. Le jardin, au XVIIIe siècle, c'est un lieu productif, évidemment. C'est aussi un lieu de promenade, c'est un lieu de la vie sociale. Naturellement, on ne pouvait pas sortir dans son jardin habillé de la même manière que lorsqu'on reçoit dans son salon. Toute une mode s'est développée pour permettre aux aristocrates de briller dans leur jardin. Et nous présentons ici quelques échantillons de magnifiques tenues pour la promenade au jardin, pour les activités aristocratiques au jardin. L'exposition se poursuit par une étude des jardins en Europe, les jardins des hommes des Lumières en Europe, en Angleterre, sur les bords du Rhin et en France, et se conclut par la phrase « Il faut cultiver notre jardin ». Je propose d'aller voir notre potager. Allons-y. Voilà, notre visite s'achève ici, dans le potager de Voltaire. J'espère que vous avez découvert un beau monument. J'espère pouvoir vous accueillir ici, au château de Voltaire. Nous sommes ouverts tous les jours. Alors, à bientôt!